Bonjour à toutes et tous. Donc oui, je m'appelle Alexandre Camus, je travaille à l'Université de Lausanne, au Collaboratoire, qui est l'unité de recherche-action collaborative et participative de l'université. Et on va donc avoir le plaisir aujourd'hui de discuter des enjeux pratiques de la transition numérique au service de la médiation muséale avec Marianne Chevassus, qui est conservatrice adjointe au musée du Léman. Donc on fait... Ah oui, c'est une annonce comme ça, voilà. Alors est-ce qu'il faut l'applaudir peut-être, je ne sais pas. Luc Debrenne, qui est directeur du musée suisse de l'appareil photographique. Heidi Amrein, qui est conservatrice en chef au Musée national suisse. Et j'excuse notre collègue Diletta Guidi, qui est maître assistante en sciences sociales à l'université de Fribourg, qui est malheureusement malade, voilà, mais aurait été très heureuse d'être avec nous. Donc la discussion va se dérouler en deux temps. On va commencer par un tour de présentation dans lequel vous arriverez à préciser les enjeux de cette injonction à la numérisation, l'ordre très fort qui est numérisez-vous, réinventez-vous. Comment c'est vécu dans vos institutions, quels sont les principaux enjeux que vous identifiez. Et puis ensuite, on passera à un deuxième tour pour aborder une expérience que vous jugez emblématique, importante, riche en enseignements de cette dynamique d'innovation numérique dans chacun de vos musées. Il n'y a a priori pas d'ordre de parole, mais peut-être Marianne. Oui, bonjour à tous. Marianne Chevassus, je suis conservatrice au musée du Léman depuis 2010. J'ai une formation en histoire économique et sociale avec une spécialisation en histoire maritime parce que j'ai également un master à l'université de Paris 4 Sorbonne. Et j'avais déjà collaboré, puisque j'ai été journaliste avant de rentrer au musée, avec le musée en 2003 et 2006. Donc cette expérience, maintenant sur presque 17 ans, m'a permis de voir évoluer les dispositifs que nous avons accueillis au musée quand même sur une bonne durée. Et de voir ceux qui ont marché, ceux qui n'ont pas marché, surtout les projets qu'on a essayé de mener et qu'on n'a pas réussi à aboutir presque toujours pour des questions de ressources, aussi bien financières qu'humaines. Et donc de voir aussi bien la question, parce que quand on parle de numérique au musée, pour moi, il y a un peu 4 dimensions. Il y a le numérique qui est lié aux collections, à l'inventaire des collections. Il y a le numérique qui est lié à la médiation culturelle. Il y a le numérique qui est également lié à à la visibilité du musée par rapport à l'extérieur. Bref, il y a pas mal de dimensions différentes et on en a testé quelques-unes, comme je vous le disais, dont une sur laquelle je reviendrai par la suite. Bonjour à tous et un grand merci aux organisateurs et organisatrices pour l'invitation à ce forum. Donc, je viens du Musée national et je suis conservatrice en chef et je fais partie de la direction. Et vous venez de voir l'annonce justement, qui est justement une des résultats de notre programme de transformation digitale et innovation. Donc, la journée d'aujourd'hui s'adresse surtout aux petits et moyens musées et je me rends bien compte que ces musées sont souvent confrontés à d'autres obstacles qu'un musée ou une institution comme le Musée national. Donc, quand même, j'aimerais dire que pendant la crise du Covid, on a aider beaucoup de musées à mettre sur pied des visites virtuelles ou mettre à disposition du matériel digital numérique pour les écoles. Donc, comme vous l'avez vu sur l'annonce là pour ce poste, le Musée national comprend 3 musées, donc le château de Prangin, le Musée national de Zurich et le Forum
Histoire Suisse à Schwyz, plus le centre des collections. Et nous disposons d'un service informatique interne qui travaille donc depuis Zurich pour les 4 maisons. L'informatique est donc centralisée. Et cette équipe est responsable non seulement de l'entretien de toute l'infrastructure, mais aussi de la création, voire innovation, de la médiation digitale, donc de toutes les offres numériques dans les expositions. Évidemment, pour certains projets, on fait aussi appel à des partenaires externes. Donc, au Musée national, la transformation digitale a un impact aussi bien, et ça c'est important, sur l'évolution des processus de travail interne que sur les offres, les produits et aussi les prestations élaborées pour le public. Les défis sont d'un côté l'entretien et le développement constant des offres digitales dans les expositions, l'accès numérique aux informations, on le verra plus tard, ainsi que la simplification des processus de travail en supprimant les ruptures de support, donc papier, digital, je pense que tout le monde connaît ça. Et donc, nous avons, pour cette raison, mis sur pied une stratégie digitale qui comprend aussi bien la transformation digitale que l'innovation. Ça, c'est très important. Et on verra dans quelques années où on va atterrir. Voilà, bonjour. Je m'occupe du musée suisse de l'appareil photographique. J'ai une formation d'historien de l'art, de journaliste au temps, à l'hebdo, avec justement une longue passion pour tout ce qui est nouvelles technologies, numérisation. Et on va voir peut-être dans un instant que c'est pas si facile. En particulier dans un musée dont je m'occupe, qui en quelque sorte met en abîme cette transformation numérique, puisque la photographie, vous le savez bien, depuis 25 ans maintenant, a connu une révolution en profondeur. Elle est passée de l'analogique au numérique. Et il s'agit pour nous, en fait, de redoubler cette transformation avec des moyens, avec des outils et surtout avec de bonnes idées. Donc, c'est un effort que l'on fait à l'échelle de nos moyens, de notre mission, surtout de notre identité de musée. À quoi va nous servir une éventuelle transformation numérique? Est-ce qu'elle est souhaitable? Est-ce qu'on peut totalement s'en passer? Moi, si vous me permettez d'introduire déjà un petit porte-à-faux, quand j'entendais l'excellente introduction à cette journée, elle ne me parlait pas du tout, parce qu'on parlait du Prado, du Victoria and Albert, de la recherche d'un responsable, soit de l'intelligence artificielle, soit de la transformation numérique. Et je me disais, mais à qui, en fait, cette personne parle? Pas à moi. Dans un musée comme le nôtre à Vevey, on a à peine 5 emplois à temps complet, ce qui représente 6 ou 7 personnes. On a des techniciens. J'adorerais avoir un spécialiste en intelligence artificielle, mais enfin, ce n'est pas du tout mon monde. Donc, il y a une adéquation à faire entre une identité, des moyens et des possibilités de transformation numérique. Et cette transformation doit vraiment s'adapter à notre réalité. Merci beaucoup, Luc. Oui, merci. Effectivement, c'est très important d'adresser ces questions. Peut-être qu'on peut plonger tout de suite dans les exemples, justement, comment vous mettez en place. On va essayer d'avancer dans la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un recours pertinent aux technologies numériques dans le domaine de la médiation? Alors, vous avez notamment, Heidi, bien précisé que la numérisation au musée ne se concentre pas sur la médiation, elle n'est pas réduite à ça. Il y a évidemment tout un pan du travail d'ingénierie documentaire et des process qui hyper importants, mais sur lesquels on ne va pas aujourd'hui vraiment mettre l'accent. On va essayer de se concentrer sur la médiation, les médiations numériques du patrimoine et dans quelle mesure
on arrive à explorer ça dans les conditions des musées que Luc, et merci encore, a bien, je dirais, introduites. Hein. C'est vrai qu'il y a des moyens particuliers, des enjeux particuliers pour chacun de vous. Donc peut-être on peut commencer. Marianne, vous pourriez peut-être nous reparler de cet inventaire collaboratif que vous avez mis en place? Oui. Vous m'entendez ou pas? D'accord. Oui, je ne vous ai pas présenté le musée du Léman dans lequel je travaille. Il faut juste que je le précise avant d'introduire cet inventaire. Donc, le musée du Léman est un des 3 musées de la ville de Nyon, un des 3 musées communaux, qui a pour thématique le site du Léman et qui traite aussi bien de tous ces aspects culturels que naturels. Et je rebondis également sur ce que vient de dire Luc par rapport à l'échelle à laquelle nous sommes. Nous sommes un moyen musée. Nous avons nous-mêmes aussi pas plus de à peu près 6,5 EPT pour la gestion de cette institution. Et c'est juste pour vous le remettre à l'échelle à laquelle je vais vous parler de ça. Et puis, un élément aussi qui me semble très important, c'est que nous avons un public... Moi, je reste quand même très concentrée sur le public qui est le nôtre, celui de chacune de nos institutions et qui peut être très différent pour les unes comme pour les autres. Par exemple, pour ce qui nous concerne, nous avons un public qui est plus de 50% d'enfants, de moins de 16 ans. Et donc, automatiquement, ça oriente aussi beaucoup les décisions, la façon de présenter les expositions et la médiation. Le projet dont je voulais vous parler ce matin est un projet qui est relativement vieux, qui a une dizaine d'années, parce que parmi tous ces publics, on a notamment un très important public de navigateurs. Évidemment que le Léman est un espace de jeu très agréable et donc sa fréquentation est importante. Et donc, il y a une dizaine d'années, nous avions souhaité monter une base de données interactive. Donc, c'est un site internet interactif avec les propriétaires de bateaux qui avait pour intention au départ d'essayer de mettre en valeur le patrimoine naval du Léman, parce que c'est un patrimoine qui est très volumineux et qui actuellement nous ne pouvons pas présenter dans notre espace actuel, et puis qui a une particularité historique de pérennité que beaucoup de pays nous envient, car nous n'avons pas subi les guerres mondiales, et qui est relativement important. Et donc, nous avons monté ce projet dans l'intention de soutenir ce patrimoine et de le faire valoir aussi par rapport aux institutions suisses, parce que c'est un domaine qui n'est pas du tout reconnu au niveau patrimonial, comme peuvent l'être, par exemple, les voitures de collection, etc. Donc, nous avons monté cette base de données sur un modèle qui existait déjà pour une série de bateaux qui avait été lancée par une association internationale qui s'appelle l'Association des 5 mètres jauge internationale. Et cet inventaire est donc... chaque propriétaire peut aller inscrire de son propre chef son bateau selon des critères précis. Donc c'est très technique, hein, je reconnais, mais qui permet en fait d'avoir une visibilité de ce volume de cette collection patrimoniale sur le Léman. Alors, cette base a relativement bien marché parce que nous avons quand même 1200 adhérents qui représentent environ 270 embarcations au bout d'une dizaine d'années. C'est une base qui a bien évolué aussi parce qu'on n'a pas eu beaucoup de problèmes techniques. On n'a qu'une intervention à peu près informatique tous les ans. Alors, je ne dirais pas qu'elle est latente parce qu'elle continue toujours à grossir à peu près au même rythme. Et on voit avec l'évolution dans le temps que cette base de données qui avait principalement pour but un soutien patrimonial, une prise de conscience patrimoniale, malheureusement, nous, en tant qu'institution, on n'a pas pu aller forcément beaucoup plus loin auprès des États, puisque nous avions un rôle un peu ambigu d'aller à la fois soutenir ce patrimoine, mais nous, d'être porte-parole, c'était un peu délicat. En revanche, on a pu constater que ça avait donné de l'espace de visibilité et une interaction entre les propriétaires qui permettait, pour certains, de développer de faire des recherches, nous, de pouvoir documenter. On a reçu beaucoup de sollicitations en fait, de recherche de nos propres collections par ce biais. En fait, ils sont arrivés chez nous grâce à ça. On a reçu beaucoup de collections aussi par ce biais. Bref, ça a joué un rôle qui n'était pas forcément le rôle initial, mais qui est quand même très intéressant sur la durée.
et qui peut-être, pour l'avenir, nous permettra de continuer à présenter une collection qu'on n'a toujours pas les moyens de présenter physiquement. Alors, je trouve particulièrement intéressant de commencer à incarner vraiment que recouvre cette transition numérique dans la réalité concrète d'un musée, petit, moyen, je ne sais pas. On voit que ça incarne aussi ce tournant participatif dont effectivement la très bonne introduction a aussi parlé. Peut-être, Luc, vous pourriez prolonger avec votre exemple. Autre exemple concret? Oui, oui, très volontiers, oui. Un exemple, en fait, qui, là aussi, c'est un peu un emboîtement, est né ici. On est un musée qui a une quarantaine d'années d'existence, dont quelques installations interactives commencent à vieillir. On a beaucoup en fait d'installations multimédia dans le musée, presque une cinquantaine. Donc on est extrêmement interactif, en particulier avec le jeune public. Pour le public un peu plus général et en plusieurs langues, on a un outil que vous connaissez toutes et tous qui s'appelle un audio guide, où on prend une espèce de petit téléphone avec des numéros et puis on retrouve des numéros sur telle ou telle présentation et on peut écouter en allemand, en anglais, en français des explications. Cet audio guide commence à fatiguer, il commence à nous coûter cher aussi et il a une bonne vingtaine d'années. Donc il est temps là d'effectuer une transition numérique vers le smartphone, une application, enfin ce monde merveilleux du haptique via l'écran d'un smartphone en fait. Et puis, il s'est présenté l'occasion très intéressante ici dans cette école d'ingénieurs d'un projet lui aussi collaboratif de recherche où plusieurs pistes ont été explorées, dont l'une justement était de trouver un successeur à cet audio guide. Et donc on a travaillé ensemble sur une idée, et surtout les étudiants, pour arriver à une solution qui sur le papier était extrêmement stimulante puisque on tirait parti des vertus de la réalité augmentée pour que le visiteur arrive soudain sur devant un objet, par curiosité, il voudrait en savoir plus, il pointe son téléphone sur cet objet et tout d'un coup, par presque magie, puisque c'est cette vertu-là qu'on nous vend aussi dans le numérique, l'objet arrive un peu comme ça en 3D avec les explications, un clip vidéo et autres. Donc, formidable. On a eu des discussions, il y a eu après un jury, et dans le champ théorique, c'était vraiment parfait. Je tiens encore vraiment à féliciter ces groupes qui ont travaillé sur ces idées. Dans le champ concret, pratique d'un musée tel que le musée suisse de l'appareil photographique, la découverte de la réalité a été un tout petit peu vertigineuse parce qu'en définitive, à partir de cette proposition, il fallait photographier en 3D, c'est-à-dire à 360 degrés les objets. Il fallait acheter des logiciels, il fallait coder en fait beaucoup d'aspects de cette application. Si bien qu'on entrait non seulement dans une terre inconnue, mais imaginez une espèce de montagne à gravir, aussi bien d'un point de vue des compétences que du point de vue économique. Et donc, on a vite, malheureusement, renoncé à cette possibilité qui nous était offerte parce que, pour, vous le voyez bien, plein d'aspects différents, elle était irréaliste. Elle n'était pas adaptée à notre objet muséal, à notre identité de musée, surtout à notre taille critique. Donc, actuellement, on cherche une solution beaucoup plus simple, beaucoup plus légère, transparente,
qui n'encourra pas sans doute de téléchargement d'applications, mais ces propositions sont évolutives, ne sont pas encore tout à fait matures, je pense, à part encore une fois pour les gros musées qui ont beaucoup de moyens, mais ce n'est pas nous, certainement pas. Merci beaucoup, oui. C'est important de voir que derrière, effectivement, les grands trends, on a aussi entendu parler de l'arrivée prochaine, alors je dirais peut-être, du métavers et de ces grandes prophéties technologiques. On voit qu'effectivement, pour un musée peut-être modeste par la taille en tout cas, certainement pas par l'importance du fonds, il y a besoin de encore construire toute une infrastructure, alors au sens plein du terme, avec des personnels, avec des compétences, pour peut-être enfin passer à la mise en œuvre de technologies de ce genre, très raffinées, et que finalement la piste du dispositif léger, simple, qu'on peut maintenir en local, si j'osais dire, enfin, de manière autonome le plus possible, c'est une bonne piste. Peut-être, Heidi, vous pourriez parler sur ce point. Ouais. Merci beaucoup pour cet exemple. On a eu des mêmes propositions il y a 2-3 ans et puis sur le papier, c'est toujours super, mais dans la réalisation, parce qu'il y a différents facteurs qui entrent. Et c'est pour ça que j'aimerais vous parler d'une offre et des conséquences et montrer aussi un peu tout ce qu'il faut autour. C'est peut-être un peu banal, mais c'est la réalité des musées, aussi des grands musées, des petits musées et moyens musées. Donc j'aimerais juste vous parler des visites guidées virtuelles qu'on a mis sur pied. Beaucoup de musées ont mis sur pied lors de la crise du Covid. Donc je ne parle donc pas des parcours virtuels en 3D qu'on peut visiter sur le site web. Donc lors de la crise du Covid, il fallait rapidement mettre à disposition des portables avec une bonne caméra, des micros, mais aussi faire connaître cette offre parmi les différents réseaux sociaux, créer des links Zoom, aider les personnes qui sont peu familiarisées avec ce genre de programme et aussi former les guides pour ce genre de visite où on pouvait aussi poser des questions online. Ce n'est pas facile à gérer. Donc, nous, on avait demandé une formation par un journaliste de la télévision, donc il a formé un peu nos guides, et on avait aussi mis à disposition cette possibilité pour d'autres musées. Donc, au début, on avait l'idée, il fallait absolument limiter le nombre des visiteurs qui peuvent participer. Et après, on s'est très vite rendu compte, genre, un tiers des gens inscrits ne viennent pas à la visite. Hein? Donc, c'est normal. Donc, on a renoncé à faire une limitation de nombre. Il était intéressant de noter qu'on a gagné tout un public nouveau, notamment des Suisses à l'étranger, qui était très intéressant à nos visites guidées sur l'histoire suisse. Donc, raison pour laquelle, après la crise du Covid, on s'est dit, disons après l'ouverture des musées, on a dit, on continue cette offre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on a remarqué, si on publie une visite virtuelle juste sur notre site web, il n'y a aucune ou peut-être 1 ou 2 inscriptions. Hein. Donc, il faut vraiment faire un grand effort de distribution par les réseaux sociaux. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Donc, souvent, on avait plus de 150 inscriptions pour une visite guidée et il y avait 25 qui participaient à la fin. Donc ça veut dire aussi, on l'a déjà vu un peu dans l'introduction, le public est devenu très volatile. Hein. Aussi pour nos autres offres, des history talk, etc. qu'on fait, souvent il y a beaucoup d'inscriptions et il y a moins de gens qui viennent, hein, parce qu'on s'inscrit par un clic et voilà. Donc pour éviter ça, on a eu la bonne idée, on a dit, on fait payer la visite de francs. Bon. Comme ça, les gens, peut-être, s'engagent un peu plus. Donc, ils doivent s'enregistrer, payer. Après, ils reçoivent le link. Quel était le résultat? On avait encore 1 à 2 inscriptions par visite guidée. Et je pense que ce n'était pas le prix de 2 francs, mais nous, on était obligés, encore au stade où on est maintenant, de programmer un formulaire d'inscription
qui n'étaient pas aptes pour ce genre d'offres. Donc un formulaire qui est beaucoup trop compliqué. Il faut même donner l'adresse postale, qui est complètement inutile pour une visite guidée virtuelle. Et donc, voilà, on va renoncer, je pense, dans les prochains jours de nouveau à ouvrir ces visites guidées. Donc, ce que je veux dire avec ces temps simples, quand on crée des offres virtuelles, il faut que l'accès soit simple. Et il faut aussi avoir les moyens pour faire connaître cette offre. Ça, c'est très important parce que sinon, on investit énormément de travail, il n'y a personne qui vient, c'est comme ça. Et créer des accès numériques aux informations est fondamental et un grand défi parce que justement, il dépend de l'architecture digitale, je ne sais pas si on dit ça comme ça en français, d'une entreprise, d'une institution. Et souvent, ça c'est juste que les moyens, les petits musées, ils n'ont pas de moyens d'intervenir. Ça dépend d'une ville, d'un canton, etc. Donc ça, je trouve, c'est vraiment un très grand défi pour toutes ces offres numériques qui vont vers l'extérieur. Merci beaucoup, Ellie. Peut-être une réaction, Ariane ou... Alors, vous soulevez énormément de points où je nous retrouve dans les différents projets qu'on a développés. Et pour moi, ce qui revient, c'est effectivement que c'est toujours déjà difficile d'évaluer le projet par rapport à la façon dont il va être reçu. Donc, de toute façon, il y a une part d'aléatoire et je crois qu'il faut l'accepter aussi. Il y a effectivement le problème de l'investissement, de la promotion qui est très, très important. Nous-mêmes, l'exemple que je vous mentionnais tout à l'heure, probablement qu'on aurait certainement une portée qui pourrait être beaucoup plus importante si on avait les moyens de pouvoir le promouvoir de façon plus importante. Et également, après, il y a la question de l'injonction par rapport à ce développement numérique, moi, quand même, qui m'interpelle. Pendant le Covid, nous avons aussi été sollicités pour faire partie de plateformes pour développer des visites virtuelles ou des visites en live. Et quand nous avons pris le tenant de l'aboutissant de toutes les implications que ça avait, aussi bien de l'investissement que nous devions mettre au départ, de nouveau en termes de personnes, mais également de personnes en live, la formation qu'il fallait faire acquérir à nos guides, la problématique de la promotion et surtout, à la fin, la problématique de l'hébergement de cette plateforme de visite guidée. Même si nous étions les 3 musées de Nyon ensemble, donc tout le service de la culture de la ville de Nyon, on y a renoncé parce que c'était beaucoup trop lourd. Et que on a eu plusieurs projets comme ça qui ont essayé de démarrer, où on a été sollicité, où ça nous semblait fantastique. On a commencé à amorcer les choses et quand on a commencé à prendre tous les éléments, les tenants et les aboutissants, on a renoncé. On en a eu au moins 4 ou 5 en l'espace de 4 ou 5 ans. Je crois que c'est un moment et qu'on va sans doute évoluer encore une fois vers des propositions plus légères, plus accessibles. Mais vous le savez bien, l'évolution des technologies, ça peut sembler très rapide, mais en fait, non, pas du tout. On commence toujours par une usine à gaz pour finir avec une proposition qui tient dans la poche, quoi. Et donc, tout ça prend du temps. Je pense à observer un peu ce monde qu'essaye de nous vendre, parce qu'il faut voir les choses en face aussi. Il y a de gros intérêts économiques à essayer de nous vendre des logiciels, des plateformes, des visites virtuelles. Je pense qu'on est à peu près à mi-chemin et que pour des structures comme la nôtre, des institutions qui doivent répondre à des missions de préservation, d'ouverture, comme on l'a dit avant, avec un fort rôle social, je suis sûr, on va y arriver, mais ce n'est pas du tout le cas actuellement. Pas du tout le cas actuellement, parce que nos interlocuteurs ne sont pas assez informés
sur nos réalités à nous. On l'a bien vu en début de matinée. Et parce que il va y avoir petit à petit un raffinement des méthodes, une meilleure compréhension des enjeux réciproques, mieux se comprendre, et des questions de vocabulaire. On va peut-être abandonner en fait ce jargon qui est presque complètement anglo-saxon, prendre des termes eux aussi plus simples. Tout se joue après tout dans le langage aussi, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. Alors un tout petit mot parce qu'on est... Mais bien sûr, Heidi, si vous voulez rajouter une trentaine de secondes, je vous les offre. J'aimerais juste ajouter, je pense qu'il y a de plus en plus aussi de systèmes très simples. Donc, si vous allez une fois à Wettingen, c'est près de Baden, c'est le couvent de Wettingen qui est maintenant une école cantonale, les élèves vont faire avec leurs profs des visites guidées audiovisuelles avec des casques, et quand on se promène dans le couvent, il y a en 3D, donc en 3 dimensions, il y a vraiment les voix qui racontent l'histoire de ce couvent, et c'est fait d'une façon assez simple. Ça m'a beaucoup impressionné, ça a été fait par l'école, par les élèves. Donc si vous passez à Wettingen, allez voir ça, c'est vraiment super, et je crois que c'est assez simple. Ouais. Alors, il me reste à vous remercier encore. Merci beaucoup pour ces témoignages qui incarnent ce que peut bien recouvrir cette injonction de transition numérique. On voit quand même des enjeux, des tensions, une véritable envie aussi de votre part d'aller dans cette direction, d'aller dans l'exploration. Et puis après, on l'a bien vu, la nécessité de construire alors une architecture, mon jargon de sociologue dira infrastructure, mais je crois que c'est très synonyme, qui permet à tout ça de se dérouler. Donc voilà, à suivre. Mais on va voir, hein, on va le voir. Merci beaucoup.